Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ne sait pas combien de cachets les dirigeants de Sanofi ont ingéré pour faire passer la pilule, mais l'essentiel est là. Doliprane file sous pavillon américain, vente sous condition. L'État va entrer au capital d'Opella, la filiale de médicaments grand public qui produit le Doliprane. Caroline Baudry. 3 acteurs fixent le sort de l'antidouleur préféré des Français. Le laboratoire Sanofi et sa branche Opella, qui produit et commercialise une centaine de médicaments sans ordonnance. Le Doliprane et l'Aspégique, par exemple. Le fonds d'investissement américain CD&R, qui rachète la moitié de son activité. Et l'État, qui entre au capital d'Opella et dans son conseil d'administration via la Banque publique d'investissement. Une façon de veiller à la mise en œuvre de l'accord. Face à une levée de boucliers, les ministres de l'économie et de l'industrie assurent qu'ils ont des garanties sur l'emploi des 1700 salariés dans l'Hexagone et sur l'approvisionnement du marché. Le géant pharmaceutique tricolore se sépare du sans ordonnance pour se concentrer sur la recherche et l'innovation, dans les vaccins notamment, un secteur plus rentable. Explication Caroline Baudry. Le ministère de l'économie et Sanofi devraient en dire davantage sur les modalités de cet accord tripartite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. L'actualité de ce lundi, dominée par l'arrivée du projet de loi de finances en débat à l'Assemblée nationale. Ouverture du marathon budgétaire ce soir avec le volet recettes. L'examen se fera à partir du texte initial rédigé par le gouvernement. La version corrigée et alourdie en commission des finances ayant finalement été rejetée. Dans le journal du dimanche, le Premier ministre Michel Barnier n'écarte pas un recours au 49.3. Alexandre Chauveau. Parmi les soutiens du Premier ministre, 2 camps s'opposent. Les partisans d'un 49.3 dégainés rapidement d'abord, comme Gabriel Attal ou Laurent Wauquiez. Eux veulent écourter des débats perçus comme étant voués à l'échec, puisqu'au vu de la composition de l'Assemblée, le budget ne recueillera de toute façon pas de vote favorable. L'idée, c'est aussi d'éviter le vote d'amendements jugés trop coûteux pour les finances publiques, comme ce fut le cas en commission la semaine dernière. En face, les défenseurs d'un débat ouvert et constructif pour donner du crédit aux députés et éviter ainsi d'apparaître trop brutal. Michel Barnier, qui vante depuis sa nomination les vertus du dialogue, paraît néanmoins plutôt penché pour la première option. Retarder l'adoption du budget pourrait paralyser l'action publique et mettre en danger la crédibilité financière de la France, affirme ainsi le Premier ministre dans le journal du dimanche. Reste une autre possibilité, le recours à l'article 47 de la Constitution. Selon celui-ci, en l'absence de vote à l'Assemblée sous 40 jours, le texte est envoyé dans sa version initiale au Sénat, où la droite est majoritaire. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Débat précédé d'une motion de rejet déposé par la gauche. Ses chances d'être adoptées sont quasi nulles. Le Rassemblement national annonce qu'il ne la votera pas. On connaît donc les grandes lignes de ce projet de budget 2025. 60 milliards d'euros à trouver entre hausse d'impôts et coupe dans les dépenses publiques. Et on peut faire mieux, expliquait Gérard Larcher la semaine dernière sur Europe 1. Le président LR du Sénat suggérait de faire le ménage parmi les opérateurs et les agences de l'État. Des agences, vous savez, d'opérateurs de l'État. On en a 438. Leur budget, 91 milliards d'euros. 400 000 salariés. Est-ce qu'il faut pour l'alimentation, par exemple, et la consommation, qu'il y ait 4 agences pour l'agriculture? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 6 ou 7 agences sur les questions environnementales? Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Alors, exemple de ces agences dont les compétences se chevauchent, la gestion des forêts. 4 organismes différents identifiés pour des missions quasi identiques. Geoffrey Branger. Pas moins de 4 opérateurs de l'État s'occupent de la forêt française. Il y a d'abord l'ONF, l'Office national des forêts. L'une de ses missions principales est de gérer les forêts au quotidien pour assurer leur pérennité. Cela ressemble beaucoup à la mission du CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Roland Delary, son directeur général. Accompagner, aider le propriétaire pour la gestion quotidienne de sa forêt. Seule différence, le CNPF s'occupe des forêts privées, l'ONF des forêts publiques. L'Office national des forêts surveille également les bois français pour éviter les incendies par exemple, mais c'est aussi l'une des missions de l'Office français de la biodiversité, comme l'explique ce policier de l'OFB. Nous avons une grande mission de DFCI, défense des forêts contre l'incendie. On est obligé de mener des opérations de police de la nature. Pour gérer les forêts, il y a aussi une branche de l'ING, l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui établit notamment des états des lieux de la forêt française. Un service dont s'occupe aussi une unité de chercheurs de l'ONF. Bref, 4 organismes aux missions très proches, parfois quasiment identiques, et qui emploient au total plus de 13 000 agents. Pour couronner le tout, ils sont chapeautés par un 5e organisme, l'Observatoire des forêts françaises. Explication
Geoffrey Branger. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. À l'étranger, une nouvelle série de frappes israéliennes hier sur le Liban. Un bombardement aérien qui visait les bureaux d'une société financière de la banlieue sud de Beyrouth. Israël l'accuse d'être un soutien du Hezbollah. Aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Élection prévue le 5 novembre. Les sondages donnent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Duel serré où tous les coups sont permis. Et à ce jeu-là, le plus fort, c'est Donald Aviva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, Donald Trump ne nous a pas habitués à faire campagne dans la finesse. Sa marque de fabrique, c'est d'attaquer sans relâche ses adversaires sur leur physique ou leur santé. Il affuble tout le monde de surnoms désobligeants. Joe Biden était par exemple soit Joe l'endormi, soit Joe l'escroc. Kamala Harris, elle, est devenue camarade Kamala, sur fond d'accusations de communisme. Mais tout cela n'est rien comparé au langage employé lors de son dernier meeting. Vous devez dire à Kamala Harris que trop, c'est trop. On ne peut pas te supporter. Tu es une vice-présidente de merde. Au cours du même événement, Donald Trump s'est extasié sur la taille du sexe d'un célèbre golfeur. Une dérive dans les propos qui sert de munition à Kamala Harris. La candidate n'hésite plus à attaquer l'ancien président sur son âge et son aptitude à gouverner. Un refrain repris par ses soutiens, comme Barack Obama. Vous l'avez vu récemment ? Vous seriez inquiet si votre grand-père se comportait comme ça. Des arguments qui font bien rire la base de part et d'autre, mais qui pourraient ne pas séduire les électeurs indécis. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le blackout au plus mauvais moment à Cuba. L'île est paralysée depuis 3 jours par une gigantesque panne d'électricité alors que l'ouragan Oscar vient de toucher terre. Retour en France, enquête ouverte pour assassinat à Rouen après la découverte hier du corps sans vie d'une jeune femme de 17 ans dans son appartement. La victime a été tuée de plusieurs coups de couteau. Son ex-petite amie déclarée en fuite a été interpellé à Paris. Il est en garde à vue. C'est fini, le mondial de l'auto de Paris a fermé ses portes pour les constructeurs. La moisson de commandes a été plutôt bonne. Et dans un marché sinistré, il faut le préciser, les ventes de voitures neuves ont reculé de 24% en un an. Ce salon a peut-être enclenché un cycle vertueux. L'objectif des 500 000 visiteurs a été dépassé. 508 000 ont déambulé dans les allées de la porte de Versailles et certains se sont laissés séduire. Ils sont même repartis avec un bon de commande. Reportage Aurélien Fleureau. Sur chaque stand, des visiteurs nombreux et des vendeurs en masse. Chaque constructeur avait rameuté ses meilleurs commerciaux du pays, à l'image d'Alfa Romeo, comme l'explique son patron pour la France, Alain Desca. On le voit autour de nous, on a une affluence, les gens nous le disent, on retrouve le mondial. On profite de ces rencontres-là, on prend des commandes tous les jours. Des commandes et surtout l'occasion rêvée de présenter ses nouveautés. Fabrice Martin-Blas, directeur général de Kia France. Pour nous, c'était une évidence. On va avoir une avalanche de nouveaux produits dans les mois et les années qui viennent. Donc c'était un parfait moment pour commencer cet épisode. Le groupe Volkswagen, avec ses marques Audi et Skoda, a présenté une vingtaine de nouveautés. Même si Mercedes a manqué à l'appel, le retour des Allemands a été notable. Vincent Salimon, président France de BMW. Il nous paraissait important de pouvoir soutenir l'industrie automobile et il est important aussi de rapprocher l'axe franco-allemand parce que l'Europe est forte et doit conforter cette position dans le monde automobile. Prochain rendez-vous, Munich en septembre 2025. Pas un franc succès l'an dernier, mais la volonté est d'installer un salon important chaque année en Europe. Un reportage porte de Versailles, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et puis l'automobile, toujours, Charles Leclerc sur Ferrari remporte le Grand Prix des États-Unis. C'est de la Formule 1, bien sûr, le monégasque devant son coéquipier Carlos Sainz et Max Verstappen. Même électrique, ça fait toujours du bruit, une Formule 1. Elles sont pas électriques, celles-ci. Pas tout à fait, non. Non, mais la hiérarchie bouge dans la Formule 1, c'est plutôt pas mal. Ça ravive l'intérêt pour ce formidable sport. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. C'était votre journal. Il est 7h09.